Hola, j'espère que vous allez bien. Moi ça va et je suis aujourd'hui avec Elodie. Hello. Et comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler du coup de la drépanocytose. Elodie, je te laisse te présenter. Alors, je m'appelle Elodie, t'es Elodie sur les réseaux, j'ai 28 ans, je suis chargée d'accueil en entreprise et voilà, j'ai la drépanocytose. Entre autres. Du coup, la drépanocytose, c'est quoi? Est-ce que tu veux nous l'expliquer? Ouais, bah vulgairement, c'est une maladie génétique qui touche les globules rouges. Donc, toi par exemple, t'as des globules rouges en forme de rond, alors que les drépano, ils les ont en forme de lune. Donc, ce qui fait que ça peut coincer dans les vaisseaux quand ça passe pour oxygéner les muscles. Et quand ça coince, bah, ça fait des crises vaso-occlusives, donc des CVO, très très douloureuses. Et voilà, hein, c'est une maladie que j'ai depuis toute petite parce que c'est une maladie génétique que j'ai héritée de mes parents. Et du coup, au-delà des crises, donc des CVO qui causent beaucoup de douleurs, ça peut aussi causer plein de complications. Toi notamment, tu as eu des problèmes au niveau digestif, c'est ça? Ouais, j'ai des problèmes au niveau digestif, j'ai des soucis au niveau des yeux, de mon audition et de mon cerveau. Ok. Neurologique. Ouais, c'est ça. Ça favorise pas mal l'apparition d'AVC, si je dis pas de ça. bêtises. Voilà, il y a plein de problèmes qui peuvent en découler et en fait ça va varier d'une personne à l'autre. Il y a des choses qui sont plus ou moins fréquentes, mais en tout cas ça peut créer plein de complications différentes. Exactement, ouais. Le fait que tes globules rouges ils soient différents, donc qu'ils aient une forme différente, c'est ça qui va créer une anémie également, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je suis la drépanocytose aussi, c'est une anémie, donc en plus d'être une maladie de la douleur, c'est une anémie. Donc je vais être fatiguée, souvent. Les drépanocytoses, souvent on est fatigué, donc c'est pour ça que même des fois en cours ou quoi, tu vois, on va être un peu down. Et souvent on nous dit ouais, vous avez des flemmards ou quoi, mais en fait c'est juste qu'on est super fatigué. Même si tu peux des fois passer une super belle nuit, mais tu vas te fatiguer à cause de ton apport. Ouais. Et du coup, tu nous as dit que tu avais cette maladie depuis la naissance, puisque c'est quelque chose. Puisque c'est une maladie qui est génétique. Mais comment tu l'as appris? Est-ce que tu l'as découvert tard ou... Mes parents en tout cas ils m'ont su tôt parce que j'ai fait des crises très petites. Quand t'es bébé, ça s'appelle le syndrome des mains-pieds. En fait, t'as les mains et les pieds qui gonflent. L'enfant il pleure, je sais pas vraiment pourquoi. Donc, comme ça que c'était ma première crise. Mes parents ils ont su que c'était ma première crise. Et après moi je l'ai appris plus tard quand tu prends conscience un peu des choses, quand tu comprends. Donc c'était vraiment genre primaire où vraiment j'ai commencé à piger que j'ai été entre guillemets différente, qu'il fallait que je fasse plus attention et que je pouvais aller à l'hôpital souvent et que j'avais une maladie en fait. D'accord, ok. Parce que les traitements et tout... Voilà, tu vois, quand t'es petit, tu dis pourquoi j'apprends des médicaments, tout ça. Donc après, mes parents m'ont expliqué. Ouais, donc depuis que t'es bébé, ça a été très vite diagnostiqué. Ouais. Et du coup, j'avais vu que t'avais dit que ton frère également était drépa. C'est un petit frère que t'as? Ouais, petit frère, il a 21 ans. Et du coup, c'est pareil, ils l'ont su directement, tes parents? Ouais, du coup, entre guillemets, j'étais genre le test, tu vois, et vu que après ils ont eu un autre gosse, ils ont su aussi que directement mon frère était. Ils n'ont pas eu de chance, hein, parce que du coup ma mère est AS et mon père AS, donc ils avaient une chance d'avoir peut-être un enfant AS aussi, donc porteur. Mais non, ils ont eu les deux SS. Voilà, je vous mettrai, je pense, une photo pour vous expliquer, mais voilà, en gros, on a, enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais en gros, on a les gènes qui vont, j'imagine, créer nos hémoglobines, et un gène normal, ça va être le A, et celui malade, donc qui porte la drépanocytose, ce sera le S. Et donc, les parents d'Elodie sont tous les deux porteurs sains, donc ils sont tous les deux AS. Puisque le S, il est, comment on dit? On dit récessif? Non. Ouais. Je crois que c'est ça qu'on dit. C'est ça, je crois qu'on dit. Et donc après, en croisant, soit ça peut donner des enfants AA, soit AS, soit SS. Et en l'occurrence, du coup, leurs deux enfants, c'était SS. Ouais. Et oui, du coup, tes parents, avant de vous avoir, ils savaient pas qu'ils étaient porteurs. C'est pour ça, surtout moi que je sensibilise, c'est de 1 surtout sur le don du sang, parce que je suis transfusée, on en parlera après, et surtout aussi sur le dépistage. Genre en fait, l'électrophorèse c'est hyper important si vous vous mettez en couple et que vous savez pas, vous pouvez avoir des enfants drépanocytaires sans le savoir en fait. Peut-être que vous êtes AS sans le savoir. Parce que les porteurs sains, généralement, ils font pas de crise, donc... Mes parents ils ne savaient pas du tout avant de m'avoir. C'est toi et ta chance, c'est Dieu qui donne. On va passer sur les traitements. Donc moi j'ai fait mes petites recherches avant et le seul traitement il me semble à ce jour contre la drépanocytose c'est la greffe de moelle épinière. Ouais, le 16.
Moelle osseuse, ok. Ouais. C'est quelque chose qui est très très cher déjà et qui n'est pas accessible à tout le monde. Notamment, il faut en fait un frère ou sœur qui soit pas malade et qui puisse vous faire un don et qui soit compatible en plus. Parce que même si c'est ton frère et sœur, je suis pas sûre qu'ils soient compatibles. Donc c'est quelque chose qui est hyper rare. Ouais, en fait, c'est ça le problème. Ouais. C'est surtout la compatibilité, en fait. C'est ça, ouais. Parce que plus le taux de compatibilité est haut, bah, plus tu as de chances de guérir complètement de la drépanocytose et plus ça a de chances de fonctionner. Et si c'est moins haut, bah, tu as des chances que la greffe soit rejetée par ton corps. Donc là, c'est un peu la merde. Terrible, Mais ouais, à ce jour, c'est le seul moyen, la greffe de moelle osseuse, pour être complètement guéri de la drépanocytose. Après, autrement, il y a d'autres traitements qui peuvent t'aider à vivre mieux. Donc, notamment, toi, on a parlé des transfusions. Ouais. T'en fais toutes les 4 semaines? Ouais, exactement. Je suis transfusée toutes les 4 semaines. En gros, je vais à l'hôpital toute la journée, c'est l'hôpital de jour. J'y vais genre à 9h et je sors vers 16h. Et en gros, c'est en échange, on me retire mon mauvais sang et on me transfuse du bon sang. Donc, je suis transfusée de 2 kilos à chaque fois. D'accord. Donc, quand je suis en manuel, avant, j'étais sur machine. Et j'avais 7 poches ou 7 kilos de sang, c'était énorme. Ah, c'est énorme. Ouais, mais récemment on a vu que les rendements n'étaient pas ouf, donc on est repassé sur du manuel. Et c'est toutes les 4 semaines. D'accord. Et tu fais ça depuis combien de temps? En tout cas à Tenon, je le fais depuis 2011. Et avant j'étais suivie à Créteil, donc ça veut dire que je fais ça peut-être depuis, je sais pas, 2009. Ah oui, depuis super jeune. Super... Ouais, j'étais ado, j'ai commencé, j'étais ado. Okay. Et toi, tu vois la différence des transfusions? Ah, de fou. Moi, perso, ça m'a archi aidé parce que avant j'étais vraiment tout le temps à l'hôpital. Genre, tous les 2 mois, 3 mois, je faisais une crise. C'était sûr que j'allais à l'hôpital. J'avais beaucoup d'absence. À l'école, c'était super chiant. Et depuis après que j'ai commencé à parler de transfusion, ça m'a énormément aidé. Okay. Ouais, parce qu'entre guillemets, mes globules rouges ils sont de meilleure qualité, donc ils durent plus longtemps et ça m'évite de faire des crises. Et après, sinon, en traitement, j'ai un traitement de fond, c'est les DREA, c'est comme une chimio, je pense que tu as peut-être checké quand tu as vu. C'est comme une chimio, il y a soit le cyclose, soit les DREA. Moi, les DREA, je le prenais, ça n'avait pas d'où fonctionner quand j'étais petite. Après, je suis passée sous transfusion. Et récemment, on m'a remis les DREA, genre l'année dernière, tu vois. D'accord. Mais ça, du coup, c'est pour traiter... Moi, j'avais vu, c'était pour contre la douleur, non? C'est pas ça? Non, celui-là, c'est pas contre la douleur, c'est pour aider à ce que ton corps produise de meilleurs... de meilleurs globules rouges. Exactement. Ok, d'accord. Et pour les traitements, sinon, contre la douleur, tu vas avoir le tramadol, la morphine dans les plus gros cas. Quand tu vas aux urgences et te mettre sous PCA, c'est de la morphine qui te soulage. Et après, sinon, codéine, quand tu peux gérer chez toi, Doliprane, quoi. Ok. Et toi, est-ce que tu prends un traitement contre la douleur en continu ou c'est juste quand tu as des douleurs qui se... C'est que quand je sens des petites douleurs arriver, pour prévenir, je commence de base avec du Doliprane mine. Après, j'essaie de monter codéine, tout ça. T'as aussi du... comment ça s'appelle? L'acupan. Ça aide aussi, mais sinon, généralement, quand c'est trop douloureux, je sais que j'ai pas le choix et je vais aux urgences. Il n'y a que la morphine qui peut calmer ça, quoi. Toi, tes crises, tu les sens un petit peu arriver ou comment ça se passe? J'ai envie de dire que souvent les DREPA, maintenant, quand tu grandis, tu te connais, donc tu sens un peu les douleurs. Personnellement, je sens que mes crises, c'est souvent aux jambes, dans le dos et dans le thorax. Donc quand j'ai des douleurs, parce qu'en plus je fais du sport, donc il faut que j'arrive à comprendre c'est quoi les courbatures et c'est quoi les douleurs de crise, parce que ça peut arriver un peu dans le même genre. Mais sinon, avec entre guillemets l'expérience, tu arrives un peu à ressentir si c'est des douleurs de crise. Donc tu peux commencer à boire beaucoup d'eau, parce qu'il faut archi boire de l'eau, nous les DREPA. Et aussi commencer un petit traitement genre Doliprane, codéine, pour éviter que la douleur s'installe et que vraiment tu arrives à les gérer un petit peu de chez toi. C'est rare que j'aille aux urgences. Les dernières fois où j'étais aux urgences, c'était l'année dernière, novembre 2020. Ok. Donc ça va faire presque un an, la grippe a fait de crise en tout cas. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait des facteurs qui pouvaient déclencher les crises. Mais en fait, il y a plein de facteurs. Ça peut être le chaud, ça peut être le froid, le stress. De ouf. C'est genre, tu sors dehors, tu peux avoir une crise, quoi. Il y a, comme tu as dit, la chaleur, le froid, la déshydratation, tu as l'altitude, le stress, le manque de sommeil, l'anxiété, beaucoup
Quand t'as des sensations trop fortes d'un coup, tu vois, tu peux aussi avoir une crise, genre c'est trop ouf. Vraiment, un tout peut créer une crise. Et toi, t'arrives à interpréter un peu, genre quand t'as une crise, t'arrives à te dire ah ouais, c'est peut-être ça qui l'a. Bah, en tout cas, moi, quand j'étais petite et que j'étais suivie, justement, dès que j'arrivais aux urgences, ils me disaient ouais, tu penses que c'est de quoi? Donc, depuis plus petite, enfin, je sais entre guillemets réfléchir sur ce qui s'est passé les 2-3 derniers jours pour trouver l'élément déclencheur. Souvent, c'est le froid, moi. D'accord. Ouais. Froid, stress. Ouais, du coup, t'es toujours bien couvert, des choses comme ça. Toujours. Et du coup, je voulais parler un petit peu, toi, de l'impact que ça a sur ta vie. Notamment, tu disais que tous les mois, tu dois aller passer une journée en HDJ. Ouais. Et même du coup, quand t'étais plus jeune, à l'école, c'était compliqué parce que t'avais beaucoup d'absences. Comment tu gères ça? Et par exemple, au travail, ils sont informés. Comment ça se passe? Ouais, dès que j'ai commencé à rentrer dans le monde du travail, en fait, je me suis renseignée et en fait, tu as une RQTH, donc ça s'appelle la reconnaissance travailleur handicapé. Donc grâce à ça, c'est un peu entre guillemets une sécurité, tu vois, dans le sens où si tu es absente ou quoi, déjà, tu as un justif, c'est sûr, parce qu'à l'hôpital, ils t'en donnent, ou quand tu as des examens, ils t'en donnent. Mais si tu as ça, genre, tu es un peu protégé, ils peuvent rien te dire dans le sens où tu as un justificatif, ils savent que tu es handicapé, parce que c'est un handicap, en fait, la drépanocytose, invisible, mais c'est un handicap. Et donc, personnellement, j'ai jamais trop eu de problème, parce que j'ai toujours eu ça pour me couvrir, et que j'ai toujours justifié, et que j'en abuse pas. Donc, c'est quand j'ai une crise vraiment que je peux pas venir, je préviens en avance et. C'est la vie, donc tant que j'ai un justif c'est bon, ou sinon si c'est ma rendez-vous, déjà d'entrée de jeu personnellement je le dis, est-ce que vous avez une mission handicap ou quoi? Par exemple j'ai taffé à Primark, genre c'était hyper chiant, mais ils n'avaient pas spécialement une mission handicap, mais ils étaient plutôt tranquilles, donc tant que j'avais un justif ils me saoulaient pas, et là dans la boîte où je suis ils ont une mission handicap donc ça va, genre j'ai même droit à 4 jours payés même si, tant que j'ai un justif en fait, même si c'est une absence mais liée à la maladie. Ils peuvent me payer 4 jours dans l'année. Bon, c'est vite fait rentabilisé parce que moi, toutes les 4 semaines, je vais à l'hôpital. Et en plus de ça, j'ai des scans, des IRM, des examens tout le temps. Mais vraiment, au niveau travail, c'est la RQTH avec la MDPH qui me sauve. Sinon, quand j'étais à l'école, c'était plus chiant. Ça devait être hyper compliqué. C'était surtout si tu étais en train de stabiliser un petit peu, enfin, de commencer les transfusions et donc tu devais être encore plus absent. Grave. C'était vraiment chiant. Et genre, perso, pour l'année du bac, j'ai raté 3 mois de cours. J'ai dû avoir mon bac au rattrapage carrément. Mes potes ils étaient cool parce que genre ils venaient, ils m'aidaient, genre ils me donnaient le cours. Mais c'est vrai que c'était super chaud, genre j'avais trop flippé de pas avoir mon bac. Et c'est vrai que tu choisis pas en fait quand tu fais une crise ou quoi. Moi c'était une opération qui a eu des complications. Je suis restée un putain de moment à l'hôpital, c'était genre trop chiant. Mais tu sais pas en fait, tu vois. Et si tes profs ils savent pas, en fait faut grave expliquer, c'est pour ça que c'est important. Parce que sinon ils vont pas savoir et ils vont dire mais elle est jamais là, la meuf elle s'en fout. En fait c'est une maladie quoi. Ouais, puis comme tu disais c'est un handicap invisible donc les gens c'est beaucoup comment dire pris à la légère, enfin même pas compris et un petit peu comme si vous jouiez la comédie. Exactement. En mode ouais non elle est tout le temps absente, oui genre elle a toujours mal, voilà. Alors que enfin du coup ils comprennent pas, forcément on comprend pas si on connaît pas mais c'est vrai que c'est quelque chose je pense qu'il faut vraiment expliquer et c'est pour ça que toi j'imagine que t'en parles autant, genre Elodie sur ses réseaux sociaux elle en parle vachement, j'avais vu t'avais fait une vidéo avec l'EFS. Tout récemment, justement, on en parlait, elle a fait un plateau télé. Le magazine de la santé. Voilà, sur France 5, t'essayes de vachement parler de ça et c'est cool de devoir mobiliser sur ça. Et... Ouais, franchement, je me dis, en fait, la plupart du temps, quand je dis j'ai la drépanocytose, ils me disent quoi, la mucoviscidose? Non, la drépanocytose, c'est pas la même chose. Et c'est vrai que c'est pas du tout connu, donc à ma petite échelle, j'essaie de sensibiliser. Et après, tu vois, merci à toi par exemple, tu vois, parce que t'as été cool en m'invitant pour en parler, tu vois. Et il y en a soit ils se disent oh, ok cool et next ils oublient, soit ils se renseignent ou ils demandent et ils posent des questions. Et c'est là que c'est hyper intéressant parce que après si ils réentendent le nom, ils vont dire ah ouais ça je connais, c'est ça. Donc c'est super important la sensibilité. Puis aussi
plus on en parle, plus va y avoir peut-être de moyens pour la recherche, des choses comme ça. Plus va y avoir aussi de sensibilisation pour les dons de sang, parce que toi notamment, et j'imagine que beaucoup de drépas bénéficient de transfusion. Mais même, tu sais, en dehors de la drépanocytose, franchement, le don de sang, c'est hyper important. D'ailleurs, il y aura le lien de l'EFS, comme ça vous pourrez chercher un centre de don de sang pour prendre rendez-vous. Au final, en fait, il y a plus de malades de la drépanocytose que de la mucoviscidose, alors que la mucoviscidose est bien plus médiatisée, notamment suite au décès et à la célébrité de Grégory Le Marchal. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui permettent de médiatiser des maladies et qui les font avancer quand même. Mais en tout cas, c'est la première maladie génétique au monde. Donc, c'est dingue. Franchement, je me dis encore en 2021, comment ça se fait quoi qu'on n'en parle pas, qu'ils en parlent ce soit pas si connu. Enfin, moi en fait, je connaissais le nom, mais j'étais incapable de dire ce que c'est. Et il suffit de te renseigner un petit peu et tu comprends très vite ce que c'est. Alors bien sûr, tu comprends pas toutes les complications qu'il peut y avoir, tu comprends pas ce que c'est de vivre avec, mais c'est quelque chose que tu peux assez vite comprendre et qui peut te pousser notamment à aller donner ton sang par exemple, ou à faire des dons. Toi aussi, tu avais fait la course des héros. Ouais, j'ai fait 3 ans. C'est trop cool ça. Ouais, grave. Ça permet de ramener des dons. Ouais. En fait, la course des héros, il y a plein d'assauts qui s'inscrivent. Les coureurs s'inscrivent pour l'assaut. Et en fait, pour avoir le dossard, déjà, il faut récolter de l'argent. Et plus tu as d'argent, plus ta cagnotte, elle est significative pour l'association, parce que tout l'argent est reversé à l'assaut. Donc ça l'aide après pour les recherches, pour les actions, etc. Donc ça, c'est trop cool. Et en plus, je crois que c'était là-bas que j'avais fait mon premier 10 km. Ah ouais, pas mal. Je me suis dit, vas-y, on tente. Mais ouais, c'était trop cool. Et c'est vrai que toi, tu fais pas mal de sport. J'essaye. Et ça c'est cool parce que j'avais vu qu'il y a des médecins qui vont en fait vous dire de ne pas faire du sport, d'éviter ça. Alors qu'au contraire, ça peut vous faire du bien. Ouais, de ouf. Franchement, personnellement, moi, ça m'a archi aidé en vrai. Parce que j'avais un fond d'asthme. Quand j'étais plus petite, j'étais asthmatique. Et honnêtement, avec le sport, ça m'a grave aidé au niveau de mon souffle et tout. Et même la récupération. Enfin, ça m'a trop aidé à me sentir plus forte et tout. Et généralement, quand on a la drépanocytose, on subit un peu la maladie parce que là, je vais être trop bien et demain, je peux avoir une crise et être en PLS. Le sport, ça m'a grave aidé à me réapproprier mon corps. Je sais pas trop comment expliquer, mais en gros, je suis plus forte que la maladie, tu vois. Même si, évidemment, une crise, c'est une crise. Mais je me sens plus en connexion avec mon corps, tu vois. J'ai plus le contrôle et j'ai gagné en force aussi. Je me sens plus capable, tu vois. Genre, quand j'étais au lycée ou au collège, genre, je faisais tout, mais vraiment tout pour éviter le PS. Genre, je sais que moi, j'allais avoir facilement une dispense. J'allais dire à mon médecin, je peux avoir une dispense, il y a le cross ou des trucs comme ça, je le détestais. Alors que maintenant, c'est un kiff, tu vois, je me sens capable, quoi. Je me dis que tu vois, comme tu as bien dit, les médecins des fois ils te contre-indiquent le sport parce qu'ils ont entre guillemets peur et ils savaient pas trop. Maintenant on est en 2021, c'est un peu parce que moi quand j'avais commencé c'était 2016, tu vois, c'était le début entre guillemets du fitness et tout. Donc ils me disaient non mais t'es folle tout ça, mais sauf que je suis une tête brûlée donc j'ai dit vas-y je m'en fous en fait, je vais tester et c'est vrai que tu trouvais pas trop d'infos. Quand tu tapais drépanocytose sport, c'était souvent de la contre-indication où genre faut faire archi attention, faut pas aller au ski, tout ça. J'étais au ski, I don't give a shit, tu vois. Donc après faut tester et faire ses expériences, tu vois. Il faut connaître ses limites, c'est sûr, mais franchement il faut tenter, tu vois. Et je suis contente parce que maintenant je sais que je peux courir, alors qu'avant je sais que genre c'était quelque chose que je détestais. Donc la course des héros aussi ça m'a donné un but parce que je cours vraiment pour quelque chose, tu vois. Après j'ai testé la boxe, le pilates, enfin plein de trucs et j'aime bien. C'est trop cool, je vois tu testes plein de sports. Ouais, j'adore. En plus sur Instagram il y a l'air d'y avoir quand même une grosse communauté de drépas, genre je vois que vous êtes super nombreux et notamment vous pouvez aller suivre Elodie sur Insta et c'est tous les vendredis soirs. C'est une fois par mois, on essaie de faire un Drépa Live, et c'est à 19h30. Et moi aussi c'était sur mon Instagram, parce qu'on est 4 du coup à faire tourner la parole pour toucher le max de personnes en fait.
Et ouais, c'est trop cool. Et c'est vrai, bah pareil, tu vois, genre avant, il n'y avait pas ça parce que bah il n'y avait pas trop les réseaux sociaux, tu te sentais un peu seule, tu te sentais un peu acculée, tu te dis, ouais, personne comprend. Sauf que maintenant, avec les réseaux, les hashtags, tout ça, c'est facile de retrouver des drépas. Ouais, t'as une communauté qui se crée. Exactement. Et t'as des gens avec qui échanger et des gens qui te comprennent. Bon, toi t'as ton frère, du coup, notamment dans ton entourage. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui doivent avoir personne qui ont la même maladie dans leur entourage. Et là, c'est cool parce que tu peux vraiment échanger avec tout le monde. Grave. Et puis les repas ils sont tous différents, tu vois. Par exemple, tu vas rencontrer qui ont des prothèses de hanche, moi je les ai pas, donc si on me pose des questions, bah, je pourrais pas t'aider entre guillemets parce que j'ai pas vécu la chose, donc je vais te rediriger vers une autre personne. Donc c'est ça qui est cool, il y a beaucoup d'entraide franchement dans la communauté et c'est cool parce que... C'est vrai que ça, les prothèses de hanche, c'est quelque chose qui a l'air hyper fréquent chez les drépas, pourquoi? Bah en fait c'est des nécroses en fait, et il y a soit hanche soit épaule, et moi ça va, j'ai pas, tu vois. Mais je sais qu'il y a pas mal de drépas entre guillemets qui l'ont parce que je sais même pas, je pourrais même pas t'expliquer, tu vois, parce que même moi je sais pas vraiment. Mais soit tu le vois beaucoup à l'avance et ça peut être géré, on peut te faire des injections exactement pour consolider ton os, tu vois. Soit bah c'est un peu compliqué et du coup c'est prothèse de hanche ou quoi directement. Et ouais. Et toi, du coup, tu fais des examens fréquents ou... Ouais, bah en fait, vu que moi je vais à l'hôpital tous les mois, ils checkent un peu, tu vois, ils me font souvent voir ma mobilité de hanche et tout, donc ça va. Mais de toute façon, franchement, je n'aiderais pas, et c'est super important de le faire parce qu'il y en a qui se disent ouais, c'est bon, c'est pas trop grave, mais il faut vraiment écouter son médecin traitant et faire tous les examens parce qu'on a vraiment beaucoup de complications. Moi, dernièrement, j'ai refait une angiographie pour les yeux. Enfin, il y a beaucoup de trucs, tu vois, faut aller faire des IRM et tout, et souvent on se dit, oh bah c'est bon, mais en fait non, il faut vraiment le faire parce que grâce à ça, tu peux vraiment, en amont, voir des choses qui peuvent être très graves. Par exemple, moi, genre, j'ai fait un AVC asymptomatique, je savais même pas. J'ai fait un AVC, je savais même pas, tu vois. Si j'avais pas fait tout ce suivi, genre de voir des IRM, des Doppler transcrâniens, bah ça se trouve j'aurais pas su et bah un jour j'aurais fait un AVC et voilà quoi. Ouais, et en AVC ça peut avoir des conséquences terribles, donc c'est vrai que j'imagine que pour vous c'est quand même vraiment une grosse contrainte d'aller à l'hôpital hyper fréquemment et tout, mais c'est ultra important quoi, parce que ça peut tellement éviter des problèmes... Enfin, en fait, vous avez tellement un bon suivi. Bah, j'espère que tout le monde est bien suivi, mais... Bah, en France, ouais, après, c'est plus compliqué quand t'es en Afrique ou quoi. Oui, c'est clair. Mais franchement, en France, on a la chance d'avoir ça, donc faut vraiment pas lésigner sur les moyens. Tu dis, bah, déjà, la drépanocytose, la maladie en elle-même, elle est douloureuse et tout, donc si en plus de ça, bah... Tu te rajoutes... Ouais, tu te rajoutes une charge. Moi, je suis suivie par une neuro, je suis à Saint-Antoine. J'ai des stents carotidiens, c'est des espèces de ressorts, en fait. Parce que mes artères elles commençaient à se boucher, donc en gros bah, si t'es plus oxygéné, ton cerveau est plus oxygéné, spoiler alert, tu meurs. Donc j'ai 2 stents à droite et 1 à gauche, et enfin c'est hyper important, je vois là par exemple je vais la revoir bientôt. Enfin il faut vraiment être attentif au niveau du suivi en fait, parce que c'est pas prendre à la légère. C'est pour ça qu'on dit que tu vois c'est un handicap invisible, parce que tu dis comme ça, bah tu me vois dans la rue c'est tranquille, tu me vois à la salle tu dis tranquille, mais en fait derrière... Il y a plein de choses, tu vois. Je vais souvent à l'hôpital, j'ai beaucoup de suivi, j'ai des médicaments, j'ai des traitements, les douleurs, ça fait mal. Enfin, les gens ils jugent vachement, tu vois. Combien de fois je m'embrouille, combien de fois je m'embrouille à la caisse, au supermarché ou dans les transports parce que je suis sur une place handicapée, quoi. Et on me dit, mais t'es handicapée? Bah non, t'es jeune. Combien de fois on me dit, ah, vous pouvez vous lever, laisser la place à votre... Tu vois, quand ça va, et quand je le vois, genre je me lève de moi-même, tu vois, quand ça va. Mais des fois, quand t'es pas bien, t'as mal aux jambes, surtout moi, c'est souvent les jambes. J'ai besoin d'être assise dans un putain de métro 13 blindé, tu vois. Et souvent, t'as des remarques ou quoi. Et après, c'est l'ignorance des gens, c'est pour ça que c'est important d'en parler, de sensibiliser. Parce qu'il n'y a même pas que la drépanocytose, il y a énormément de handicaps qui sont des handicaps invisibles. C'est clair. Tout, bon. Voilà. Bah merci en tout cas, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Bah non, je pense qu'on a bien fait le tour. Hein. Donnez votre sang. Ouais, c'est ça, j'allais dire juste, on répète encore une fois, donnez votre sang. Si vous pouvez, honnêtement, c'est rapide. Encore hier, j'en parlais avec ma pote, parce que, entre guillemets, en connaissant grâce à moi, elle a compris l'importance et elle donne son sang maintenant, tu vois. Donc c'est super cool. En plus, ce matin, je crois qu'elle y était. Big up Olfa si tu regardes la vidéo, mais elle me disait c'est hyper rapide. Elle me dit limite le plus long dans le sang, c'est de remplir le formulaire. Donc voilà. Franchement, c'est très important et vraiment, c'est réel. Hein. Vous sauvez des vies, vous aidez les personnes comme moi à avoir une vie normale. Honnêtement, mon quotidien, sans les transfusions, il serait très très compliqué.
Voilà. Et merci à toi. Merci à toi. Donc donnez votre sang, allez vous abonner à Elodie sur Instagram si vous voulez plus d'infos et si vous la suivez parce que au quotidien elle est hyper good vibes et tout et c'est trop cool de te suivre. C'est cool. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner. Petit like, abonnez-vous. C'est ça. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine. Fucking back down.